Lupien a fondé Vélo-Québec en 67. La base, c'était la Fédération cyclotourisme provinciale. OK. Donc, l'objectif, c'était de faire bouger les jeunes, leur faire faire du vélo, faire des excursions avec eux, des excursions de cyclo-camping avec eux. C'était ça, au départ, ce que Gabriel Lupien avait en tête quand il a fondé ce qui est devenu Vélo-Québec. La mission de base. Exactement. Mais milieu des années 70, c'est la crise du pétrole et les adultes se mettent à faire du vélo. Avant les années 70, avant le milieu des années 70, le vélo, c'est un jouet pour les enfants. Ce n'est que ça. Mais milieu des années 70, la crise du pétrole a un impact réel et des adultes se mettent au vélo. Et là, découvrent le vélo en disant, wow, ça marche. Ça marche. C'est le fun de se déplacer en ville avec ça, faire les sorties, tout ça. Et donc, Vélo-Québec décide de changer de nom en 1979 pour s'appeler de Fédération québécoise de cyclotourisme. Ça, c'était son deuxième nom. Devient Vélo-Québec en 79 pour pouvoir, dans le fond, exprimer que sa mission ne sera plus uniquement que de faire des excursions, du cyclotourisme, mais que toutes les questions de transport vont devenir aussi au cœur des actions de Vélo-Québec. Donc, je rappelle ça parce que, comme le monde de la bicyclette est né en 75, et eux autres, leur objectif, c'était pas le cyclotourisme, c'était le vélo comme moyen de transport. Donc, ils militaient, ils faisaient des bons coups d'éclat. Quand on voit Bob Silverman sur une chaloupe traverser le fleuve Saint-Laurent pour demander qu'il y ait un lien cyclable, parce qu'il n'y avait aucun lien cyclable qui permettait de traverser de Montréal à la rive sud. Donc, des actions vraiment très visuelles, très démonstratives et très imaginatives, originales. Alors, c'est sûr qu'ils ont commencé avant Vélo-Québec à être militants parce que au milieu des années 70, Vélo-Québec commence à prendre son virage transport, est encore beaucoup dans le cyclotourisme, évidemment. Mais il y a un objectif commun entre les deux organisations. Donc, oui, les deux groupes ont été complémentaires, puis une chance qu'il y avait les deux, parce que ça a permis de faire avancer bien des choses. Et à Vélo-Québec, ce qu'on voulait, c'était proposer des affaires puis aider à ce que ça se réalise. Et quand Vélo-Québec a commencé à réclamer des aménagements cyclables, tu te retrouvais devant des municipalités qui disaient ben là, je fais ça comment? Mais ça où? Il n'y a pas de guide, il n'y a pas... Il n'y a rien. Alors donc, nous autres, on s'est mis à organiser des colloques sur les voies cyclables, l'aménagement de voies cyclables. Ça s'adressait pas aux cyclistes, ça s'adressait aux municipalités. Okay. On allait voir en Europe ce qui se faisait pour prendre des bonnes pratiques, parce que l'Europe avait une longueur d'avance sur nous, à la fois les Pays-Bas, la Suisse, l'Allemagne, pas tant la France, mais d'autres pays autour. Donc, on venait avec des pratiques et donc, organiser des colloques sur les voies cyclables, on a publié des guides d'aménagement des voies cyclables. Donc, on mettait en place les outils pour que les choses puissent changer. Non pas juste de dire, faites des pistes cyclables puis débrouillez-vous à savoir comment on les fait. Ce qui m'a plu, moi, à Vélo-Québec, je suis une fille d'action, puis je voulais que mes actions mènent pas juste à revendiquer quelque chose, mais je voulais donner la clé comment les réaliser. Donc aussi, à Vélo-Québec, je me suis en 79, quand je suis arrivée, Michel Labrec, qui était déjà là, travaillait avec le gouvernement du Québec à revoir le code de la sécurité routière. Parce que il faut demander des nouveaux aménagements, mais il y avait aussi toute la législation qu'il fallait revoir. Et carrément, ceux qui avaient écrit le code de la sécurité routière faisaient pas de vélo. Parce que quand on dit qu'un passager doit toujours être assis sur sa bicyclette, il oubliait le fait que quand on monte des côtes, on peut monter en danseuse et de se lever de son siège. On nous disait qu'il fallait faire des signaux pour pouvoir faire un virage à droite, tout ça, mais on nous empêchait. Il fallait absolument avoir les deux mains sur le piton. Alors donc, il y avait des incohérences comme ça. C'était un code pour les voitures. Et donc, on proposait des aménagements là dans le code pour tenir plus compte du fait que les cyclistes étaient là, que leur sécurité était en jeu. Il faut se rappeler que dans les années 60, alors que les adultes faisaient pas de vélo, il y avait au moins une soixantaine de décès par année au Québec de cyclistes, c'était tous des enfants. Parce que c'était que les enfants qui faisaient du vélo. Et donc, après ça, quand on regarde aujourd'hui, là, on est arrivé avec une population qui a grossi, un nombre de voitures qui a grossi, puis qu'on se retrouve en bas de 10-15 décès par année. Il y a eu des gros gains, mais ces gains-là ont été faits parce qu'il y a eu des actions qui ont été posées, autant législatives que infrastructures. 10-15, c'est sans doute toujours trop, mais... Oui, c'est toujours trop. Si on regarde le nombre de personnes qui font du vélo aujourd'hui, là, si on regarde en proportion, c'est incroyable, c'est ça. Donc, c'est un travail auprès des politiciens. Les politiciens avaient pas tellement eu de rencontrer les gens du monde de la bicyclette. Mais nous, de les rencontrer, ça allait. Alors, quand on arrivait, on les rencontrait. Puis on était des petits culs, là, honnêtement, faut le dire. Là. Quand tu 25-26 ans, tu as rencontré un député puis un ministre, puis tu connais pas grand-chose. Là. On proposait des solutions, vous pourriez changer ça comme ça. Mais on était quand même perçus comme des marginaux, là, je veux dire. C'était comme, la gang qui font du vélo. C'était pas sérieux, là, votre affaire.
on a lancé le Tour de l'île en 85, 85, c'était une commande du ministre des Transports de l'époque, qui était Guy Tardif, qui voulait inaugurer les pistes cyclables de l'Est de la métropole. Parce qu'en 84-85, le gouvernement du Québec avait fait un programme pour les municipalités pour qu'elles construisent des voies cyclables. Là, ça évolue vite. Là. Depuis les années 80, ça évolue vite. Et la Ville de Montréal, sous drapeau, répond présent. Grâce à Yvon Lamarre, qui dit, oui, on va faire des pistes cyclables. On va faire une piste le long de Notre-Dame, dans l'Est, le long du boulevard Gouin, dans l'Est, puis même un axe nord-sud, le long de Christophe-Colomb, Boisguy, Berry, pour traverser l'île. Et donc, ces pistes-là vont être inaugurées en 85 et le ministre des Transports de l'époque disait, hey, on va faire un gros événement. Puis il appelle Vélo-Québec, puis il dit, hey, ça vous tente pas d'organiser quelque chose. Et là, à Vélo-Québec, c'est Louise Roy, à ce moment-là, qui est directrice générale de Vélo-Québec. Elle dit, oui, elle dit, on pourrait avoir un événement, un gros événement cycliste, parce qu'on avait cette idée-là depuis quelques années. Après, c'est inspiré de ce qui se passait à New York, le Bike New York, qui réunissait 20 000 cyclistes dans les rues de New York, fermait les rues, tout ça. Alors donc, ça a été l'occasion de faire le premier tour de l'île en 85. Mais avant le Tour de l'île, il y a les grands relais. En 82-83, Vélo-Québec propose d'organiser des événements cyclistes pour faire la promotion du vélo. Et les producteurs de lait du Québec embarquent là-dedans. Ça s'appelle les grands relais, RE-LAIT. Et c'est dans le fond l'ancêtre du Tour de l'île. Il y en a 5 qui se déroulent au Québec, Montréal, Sherbrooke, Gatineau. Et ça réunit entre 200 puis 500 personnes. Puis là, on est bien excités, c'est du monde. Puis là, on fait vraiment un tour, là, une randonnée de 60, 100 km, tout ça, mais avec du monde, tu sais, visible. Là. Ouais. Donc ça, c'est comme l'ancêtre du Tour de l'île. Donc, en 85, quand le gouvernement arrive avec cette proposition-là à Vélo-Québec, on a 6 semaines pour organiser le premier Tour de l'île de Montréal, qui a lieu le 13 octobre 1985. Le mois d'octobre, c'est pas génial. C'était un peu l'automne. C'était un peu l'automne, mais on a 6 semaines pour l'organiser, puis moi, je fais un petit contrat dans les derniers 10 jours. Là. Okay. Et donc, on réalise le premier Tour de l'île de Montréal avec le ministre Tardif qui est présent. Sur un vélo. Sur un vélo, et qui fait le tour de l'île. Et anecdote, on donne à tous les VIP qui sont invités, parce qu'on invite plein de monde, on leur donne un petit saut en coton ouaté jaune pâle. Okay. Cette journée-là, il pleut à si haut, il fait à peu près 8-9 degrés. C'est épouvantable. Là. C'est vraiment la journée, là, vous restez couché au lit à lire. Là. C'est le premier tour de l'île, mais le ministre Tardif, il a tout fait. Il a fait son tour. Et puis, à un moment donné, la SQ qui s'occupe de la sécurité a dit, ouais, ben là, on pense qu'on va arrêter ça là, cet événement-là. Le ministre Tardif vient de dire, pas question. Mon Dieu, c'était un convaincu à ce point-là. Moi, je pensais que c'était un ministre des autoroutes. Non, il était convaincu à ce point-là. Et c'est grâce au ministre Tardif que le Tour de l'île a démarré. À Guy Tardif. Et il croyait vraiment à l'événement, puis on a fait les... Il a dû finir de tremper, le ministre aussi. Avec le petit saut de jaune en coton ouaté. C'était effrayant. C'était épouvantable. On en a parlé des années. Tous nos invités avaient le petit saut de jaune en coton ouaté. On sait ce que ça fait, le coton ouaté. Donc, en 86, on repart l'événement. En décembre 85, il y a des élections. Le PQ est plus au pouvoir. C'est les libéraux qui arrivent au pouvoir. Mais nous, c'est dans le fond, c'est le ministre Tardif qui nous a... Et là, c'est l'enfer pour organiser la 2e édition du Tour de l'île. Infernal, on n'a pas de financement. C'est les libéraux de Robert Bourassa. 2. Et là, on organise la 2e édition en 8 mois. C'est infernal. Là. Tout ce qui a pu nous arriver en termes organisationnels, toutes les gaffes qu'on a pu faire, on les a faites. Le financement, ça marche pas bien. Autant gouvernemental que le financement privé. L'organisation, ça marche pas bien. C'est un enfer. Vraiment, c'est très difficile. Et moi qui connaissais Vélo-Québec depuis quelques années, c'est la première fois que je me dis, je suis avec du monde que j'aime, en qui je crois. On est en train de vivre un échec monumental là, avec ce 2e tour de l'île-là. C'est effrayant. Là. L'organisation, des tensions, du stress, nommez-le. Et là, on arrive quand même au Tour de l'île en 86, au mois de juin. Il pleut à si haut encore. Le départ se fait dans le Vieux-Port de Montréal. Le Vieux-Port de Montréal, à l'époque, est en terre battue par une petite roche. Il n'est pas asphalté. Et là, il pleut à si haut. Puis là, on se dit... ça marchera pas, là. Marchera pas. Le départ est en 9h le matin. Il marchera pas. Puis là, on a des walkie-talkies, tout ça. Et puis là, il y a quelqu'un qui nous dit, ouais, ben, si on calcule qu'il y a 8000 personnes sur le site. Quoi? Il est 8h15, il pleut à si haut. Il y a 8000 personnes sur le site. Là, c'est comme ça nous a tout remonté, là. On a eu 15 000 personnes à ce Tour de l'île-là, qui est parti, 3 500 la première année. Et là, 8 mois plus tard, on a 15 000.
qui viennent. Il Il y a quelque chose, là. Là, alors, on part de mois de frustration et de stress à un succès. Et c'est à partir de cette édition-là, en 86, que là, on a commencé à nous prendre au sérieux quand on faisait des affaires. On s'était fait dire par un chef de cabinet en 86, ben écoutez, quand vous aurez mis 15 000 personnes dans la ville de Montréal, on se reparlera. y en avait 15 Il y en avait 15 000. C'est une pluie battante le matin. Alors donc, ça a été comme un point tournant dans l'organisation parce que après ça nous a permis de consolider notre déficit. On était en faillite technique, c'est pas compliqué, Oui. là. On n'avait plus d'argent, là. On n'avait plus d'argent, on n'avait pas eu de revenus. Et puis, les revenus d'inscription n'étaient pas, on n'avait pas de revenus gouvernementaux, on n'avait pas de revenus de commandite, par notre savoir-faire qui n'était pas toujours, top. Et donc, on a un bon banquier, puis des bons créanciers, puis pendant les 3 années suivantes, on s'est serré la ceinture pour tout rembourser nos dettes. OK. Mais il y a quelque chose qui a été créé. Il y a quelque chose qui a été créé en 86, et là, on a arrêté de nous prendre pour des hurluberlus. On a arrêté de dire, cette petite gang-là, franchement, ils sont pas sérieux. On avait dit à tout le monde qu'on mettait 15 000 personnes dans la ville de Montréal. Puis là, je me disais à la fin, on sent qu'on a exagéré quand on leur a dit 15 000. Ça n'a pas d'allure. On les a eu, les 15 000. Un phénomène était né, là. Ça a été un outil de promotion extraordinaire. Parce qu'on crée un momentum, on crée un happening. Les gens qui viennent ont du fun. Ils découvrent que, wow, j'ai fait aujourd'hui 70 km à vélo. Je suis capable de refaire ça à d'autres moments dans l'année. C'est un show médiatique extraordinaire aussi. Et donc, ça part. Mais les années suivantes, là, c'est 15 000. L'année suivante, ça a été 26 000, 32 000. On est monté rapidement à 40 puis 45 000. Puis à 45 000, c'est nous qui avons dit, on limite à 45 000. Oui, parce que c'est à gérer cette masse. Faut le gérer, ce monde-là, là. Il est dans les rues de Montréal, tout ça, là. Alors, c'est nous qui avons mis une limite à ça en disant que logistiquement parlant, on pense qu'à 45 000, là, les gens vont encore avoir du fun. Ça va être un beau message, mais il faudrait pas que ça dérape, là. Voilà, alors, on s'est imposé des limites. Mais pour ça, faut dire qu'une année 86 est une année charnière dans l'organisation. Que là, on nous prenait au sérieux. Ouais. Alors, à la fois du point de vue du financement public, sans doute, mais aussi des commanditaires. Des commanditaires, financement public, mais aussi les revendications qu'on faisait, le lobby qu'on faisait. Parce que quand on demande des voies cyclables, ben là, on n'est pas en train de dire, ça va servir à qui? Ouais. On a l'image en arrière des 15 000 qui étaient là. Alors, ce qu'on savait, c'est que cet outil de promotion-là allait nous servir comme levier pour demander des voies cyclables, pour demander des changements réglementaires aussi dans le code de la sécurité routière, mais aussi dans le financement d'autres choses, de voies cyclables, etc. Et donc, ça, c'était un levier puissant qu'on allait utiliser. C'est pour ça qu'on a créé le Tour de l'île. C'était pour faire bouger les gens, d'une part, mais aussi pour utiliser ce levier-là pour faire débloquer des choses. C'est à peu près à ce moment-là que vous commencez à vous impliquer plus. Oui, en fait, j'étais déjà impliquée, mais en 85, donc premier Tour de l'île, je travaille une dizaine de jours. En 86, j'ai un contrat de 6 mois comme adjointe au responsable des communications. Ouais. Puis là, je vous dis, je tripe sur les communications. Puis en 87, j'applique sur la job de direction des communications du Tour de l'île de Montréal. Je l'ai. C'est un contrat de 8 mois par année, là, à peu près, pas tout à fait temps plein. Et puis, alors là, je m'occupe des communications en 87-88 du Tour de l'île de Montréal. Et en 89, Michel Labrec le dit, c'est toi qui devrais prendre la direction générale du Tour de l'île. Louise Roy fait les 3 premières éditions comme directrice générale du Tour de l'île. Après ça, Michel Labrec fait les éditions 88-89. Puis là, ça, finalement, je l'apprends. Donc là, je deviens directrice générale du Tour de l'île en 1989, en vue de l'édition 90. Les années 90, c'est des années extrêmement effervescentes. C'est des années où on grossit le Tour de l'île jusqu'à 45 000 personnes. Et là, où on met des limites, on refusait 15-20 000 personnes par année. Là. Oui, quand même. Alors, c'est beaucoup de monde. Puis à l'époque, les gens envoyaient leur inscription par la poste. On recevait des poches de courrier, on ouvrait ça, puis là, c'était le coupon d'inscription, le chèque, tout ça. Là, c'était très manuel. C'est très manuel. Donc, c'est les années 90, on crée des événements. C'est des années de développement. C'est des années de développement, c'est ça. Et donc, moi, ça me passionne de faire ce développement-là. L'équipe est passionnée aussi de faire ça. Les nouveaux défis, à la logistique, ils triplent là-dessus. Donc, ça fait vraiment quelque chose de très excitant. Qu'est-ce qui vous amène à la présidence de Vélo Québec? Il y a des étapes entre ça. Ouais. Racontez-moi ça.
Je prends une pause en 2000 pour mettre au monde mon fils. Et donc, quand je reviens, Michel me dit, ben, je le savais aussi, il me dit, bon, là, moi, je veux quitter, puis il dit, c'est toi que je vois pour prendre ma place. Donc, il en discute avec le conseil d'administration, puis le conseil d'administration, ben, il me voit aller depuis 12 ans. Là. Ils disent, oui, c'est une bonne idée, tout ça. Donc, Et ça me tente. oui, ça me tente. Oui. Là, je suis prête pour aller faire autre chose. Okay. Pour, oui, j'ai le goût. J'ai le goût d'être un peu moins dans les événements, puis j'ai le goût d'aller développer autre chose, les autres branches de Vélo Québec. Là. Je prends la job, et puis là, avec l'équipe, on fait tout un plan de stratégique pour les prochaines années, en 2001-2002. Et là, moi, ce que je veux faire, je me dis là, je me retrouve avec 3 branches côte à côte, là, la branche des événements, la branche de l'association, la branche des éditions, pour unifier tout ça. Il y a de la synergie. Il y a une synergie à aller chercher, une certaine efficience dans l'équipe. On baigne pas dans l'argent, on a des moyens, mais il faut être efficient le plus possible parce que plus on a des sous pour faire quelque chose, ben plus c'est le fun. On regarde, on va chercher du monde, on convainc du monde. Alors moi, c'est ça qui m'intéresse. Là. Mais si on regarde ça là, du point de vue des entités juridiques, ça se regroupe en une seule ou ça continue d'être des entités? Ça continue d'être des entités séparées parce que au point de vue administratif, ça nous sert que ce soit séparé. Puis on se fait dire par notre CA, les gens connaissent pas assez Vélo Québec. Ils connaissent les événements, ils connaissent le magazine. Mais pas la marque. C'est ça. Québec. Donc là, après avoir fait un travail de structure, on fait un travail sur la marque. Et là, on crée un nouveau logo. Et là, le logo, ça va devenir Vélo Québec Association, Vélo Québec Événement, Vélo Québec Voyage, Vélo Québec Édition. Donc, ça garde, mais c'est sur le même chapeau. C'est ça, exactement. Mais l'objectif, c'est que l'image publique de Vélo Québec soit plus unifiée. Et parce que des fois, on demande aux gens qui organisent le Tour de l'île. Ben, je sais pas, c'est le Tour de l'île. Alors que... C'est le lait. C'est ça, exactement. Alors donc, avec ça sert l'organisation d'avoir une marque qui va vraiment être plus forte et qui va bien consolider toutes les actions qu'on fait. Parce que il faut se dire une chose, c'est comme ça depuis les années 80. La devise, c'était faire flèche de tout bois. OK. En voulant dire, toutes les opportunités qu'il peut y avoir pour faire la promotion du vélo, on la fait. Alors, publier un magazine, il y a personne qui en fait un, on en fait un. Organiser un événement, personne n'en fait un, on en fait un. Avoir un tel programme, on en fait un. C'était comme tout ce qu'on peut faire. Ouais, on est partout où personne est. C'est ce qui caractérise Vélo Québec. Parce que ce que les gens savent moins, c'est que c'est une des 3 plus grosses organisations au monde, Vélo Québec, dans le domaine du vélo. Dans les années 90, quand le Tour de l'île a pris des dimensions spectaculaires, donc on parle du début des années 90, on invite nos collègues étrangers, donc qui siègent sur des organisations cyclistes ailleurs dans le monde. Venez autour de l'île, venez voir un peu ce qu'on fait au Québec, tout ça. Si nos pistes cyclables sont pas comparables à ce qui se passe aux Pays-Bas ou en Allemagne, l'animation qu'on réussit à faire de la ville, elle, est exceptionnelle. Et les gens viennent ici, puis ils sont un peu abasourdis en disant comment vous faites ça? Comment vous arrivez à faire ça? Comment la ville accepte que vous fassiez ça? Comment vous réussissez à mettre tout ce monde-là? D'où ils viennent tous ces cyclistes-là? Donc, et on devient un peu une école pour nos collègues allemands, suédois, tout ça qui viennent voir ça. Puis donc, ça crée des échanges très chouettes. Ouais, c'est très intéressant. Et tout ça pour dire qu'en connaissant mieux toutes ces organisations-là, on se rend compte que finalement, la plupart des organisations organisent pas d'événements cyclistes. Il y en a qui se spécialisent dans les événements. Moi, je vais participer à un moment donné en Australie au Great Victorian Bike Tour, qui est un événement cycliste qui ressemble au Grand Tour et qui est né avant le Grand Tour. Donc, je me rends là avant qu'on mette le Grand Tour en place pour voir comment ça fonctionne. Et c'est extrêmement impressionnant ce qu'ils font. Mais eux autres, c'est juste une organisation d'événements cyclistes. Ils font pas d'autre chose. Après ça, t'en as un autre, eux autres, ils publient juste un magazine. Ils font pas autre chose. On a des collègues américains, supposons le Rails to Trails. Eux autres s'occupent juste des voies ferrées qui sont abandonnées, les convertissent en voies cyclables. Ils font juste ça. Puis là, t'as d'autres organisations qui sont extrêmement dynamiques et qui ont beaucoup de membres, mais ils font une chose. Même dans le Canada, il y a même pas une organisation cycliste qui se trouve permanent, là. Ouais. Il y en a peut-être pas une, là. Alors aujourd'hui, il y en a peut-être une en Ontario qui est un peu plus dynamique, puis une à Vancouver, certainement, mais ça reste des petites organisations encore aujourd'hui. Donc, le modèle Vélo Québec est vraiment unique, puis quand on participe à des conférences à travers le monde, les gens nous demandent « Oh, mais comment vous avez mis ça en place? Expliquez-nous ça, là. » Car on veut comprendre. C'est quoi la recette? Puis on leur a dit... Les événements nous ont donné des moyens, nous ont donné une fenêtre de visibilité
ont encouragé du monde à faire du vélo et nous ont offert des moyens pour développer le reste. Alors, quand on a une agence de voyage, oui, on fait des profits sur les voyages, mais au lieu que les profits aillent dans les poches d'un actionnaire qui aurait une autre agence de voyage, les profits vont dans les poches de Vélo-Québec qui s'en sert pour démarrer des projets de promotion de vélo. Et donc, c'est ça qu'on fait. Puis moi, ça me fait triper qu'on puisse faire ça avec une organisation sans but lucratif. Je me souviens, il y a des gens qui me disaient, ouais, tu voudrais pas que ce soit à but lucratif? Non, pourquoi? J'ai pas envie de me mettre de l'argent dans les poches avec ce que je fais. Moi, j'ai envie de faire bouger le monde. Et c'est dans ce sens-là que j'ai une âme militante. J'avais le goût de travailler pour une organisation qui propose des solutions, qui suggère des choses qui vont marcher. Et non pas juste qui disent, hey, ça nous prendrait ci puis ça nous prendrait ça. Ouais. J'aime proposer des choses, j'aime aider à les réaliser. C'est en mode solution. Moi, je suis en mode solution. Et je suis quelqu'un d'action, puis c'est ce qui m'a défini pendant tout le long de ma carrière à Vélo-Québec. J'avais pas de plan de carrière dans la vie de ce que j'allais faire. J'ai juste, c'est un hasard de la vie. Ce que j'ai fait, je dis ça à mon fils, ma vie de travail, c'est un hasard. C'est des opportunités que j'ai saisies, c'est des occasions que j'ai dit, ah oui, ça me tente. C'était fait ça, ma vie de travail. Et donc, c'est vrai qu'on peut dire que on s'éloigne du militantisme quand on parle de structure organisationnelle. Quand on se dit, hey, il faut que financièrement, ça fitte. Pourquoi il faut que ça fitte financièrement? Parce que j'ai le goût de faire des choses. Si j'ai pas les moyens, j'aurais pas les moyens de faire des choses. Donc, il faut que ça marche. Fait que l'organisation est là pour être au soutien de la cause. Tout à fait, exactement. Ça connecte. Puis si je veux qu'elle soit au soutien de la cause, ben, il faut qu'elle marche. Il faut qu'elle fonctionne. Il faut pas qu'elle soit déficitaire. Il faut qu'elle fasse des profits idéalement pour pouvoir être réinvestie dans le développement d'événements, améliorer les conditions de travail de l'équipe en place, nous donner les moyens de réaliser ce qu'on veut réaliser. Et donc, ça fit totalement avec moi, ce qui est ma mission d'encourager les gens à faire du vélo et surtout de m'assurer que ils vont être capables de faire du vélo de façon sécuritaire. Je vois que c'est encore très présent. Oui. Je vous êtes encore imprégné de Vélo-Québec. Qu'est-ce qui vous amène à décider que, OK, là, je pense que j'ai fait ma contribution, il est temps que je passe le flambeau? En 2020, ça fait plus de 40 ans que je suis impliquée à Vélo-Québec. Au début, évidemment, le militant, le bénévole, petit contrat, puis après ça, 35 ans en temps plein. Et là, j'ai l'impression que moi, personnellement, j'ai fait le tour, mais surtout que la cause elle a besoin de sang neuf. Okay. J'ai l'impression de répéter la même cassette. J'ai l'impression de dire la même chose. J'ai l'impression d'entendre les mêmes objections. Et il y a des objections, je suis juste plus capable de me... Vous avez donné. J'ai donné. Ouais. Et là, je me dis, si moi, je suis plus heureuse dans ma job, je fais plus une bonne job pour Vélo-Québec. Okay. Et donc, je me sens moins heureuse dans ma job en 2020 quand je prends la décision de quitter. J'annonce à mon équipe en début mars 2020 que je quitte, que c'est un excellent moment pour quitter parce que l'organisation va très bien. On est le 2 mars 2020. Il se passe quoi le 13 mars 2020? Ouais. 10 jours plus tard, la pandémie. Là, c'est pas compliqué, là. Vélo-Québec, là, cette année-là, en 2020, Vélo-Québec a perdu 65% de ses revenus. Oh boy. Vélo-Québec, à l'époque, là, c'est un budget d'à peu près 15 millions, là. On perd 65% de nos revenus. On met à pied du monde. On met à pied une grosse partie de l'équipe. Ceux qui restent, on travaille 4 jours semaine. On se fait payer 4 jours semaine. Là, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de voyages, il n'y a plus rien, là. Alors, il n'y a plus rien, mais d'un autre côté, on voit les gens dehors. Le printemps 2020, les rues sont vides. Oui. Là, on voit plein d'enfants à vélo dans les rues. J'ai dit, c'est quand même un comble. Je dis, Vélo-Québec, l'organisation va mal parce que nos sources de revenus se tarissent momentanément. Mais le vélo prend de l'essor parce que les gens ne sont jamais sentis aussi à l'aise de sortir dehors. Ça a changé mes plans de quitter parce que moi, j'avais dit, je vais quitter à l'automne. Pas pressé. Je n'ai pas besoin de quitter dans le mois qui vient. On va prendre le temps qu'il faut pour trouver la bonne personne, me remplacer. Mais là, les plans changent radicalement. On met plein d'employés à pied. C'est une période extrêmement difficile. Mettre les employés à pied, il y en a qui sont là depuis très longtemps, que je mets à pied et que je leur dis, je sais pas quand est-ce que je peux te rengager. C'est pas une crise facile à gérer dans ce on était à, là, tu te dis, ça va durer combien de temps? Tu te dis, ça va durer un mois, puis après un mois, tu te dis,
pas que ça va être long. Ouais. Pas que c'est pas prêt de revenir. Puis tout ça, qu'on est je suis en gestion de crise toute 2020, toute 2020, là. Alors, là, le conseil d'administration part à la recherche, là, de la personne qui va me succéder. Donc, là, tranquillement, ils trouvent la personne, et cette personne-là, mon successeur, Jean-François Roux, entre en poste le 1er février 2021. Okay. Et moi, je quitte à la fin février 2021. Alors, je passe le mois de février avec Jean-François quasiment tout seul au bureau avec lui, là. Alors, je suis en train de passer les rênes de l'organisation. On est 3-4 au bureau, là. 3-4 au bureau qui viennent, c'est tout. Puis là, ma dernière journée de travail, ben Jean-François m'apporte une bouteille de champagne. Le conseil d'administration me fait livrer des fers. Puis là, je retourne chez nous. Puis là, je pars travailler. Puis là, c'est vraiment... on sent que c'est poche comme fin, là. Ça me touche beaucoup. Ouais, ça me touche beaucoup. Ça a été une partie de démantèlement à Vélo-Québec comme dans d'autres organisations, mais là, c'était l'organisation où 10 jours plus tôt, je dis que ça va bien puis que c'est un bon moment pour moi de quitter. Puis là, je gère une crise pendant un an avant de définitivement quitter. Puis là, le lendemain matin, je me lève puis je me dis c'est le début de ma nouvelle vie. Ah oui, comme ça. Vraiment.